C'est bon en régie, on est bon? Yofi. Eze Itrakshut. Quelle émotion. Ça y est, hein? On peut plus reculer, notre Meller, c'est terminé. Maintenant, il y a le film, il y a l'affiche. Il y avait aussi déjà dans le cours d'avant, mais là, ça y est, c'est officiel. Nous. Bon, bah alors, qu'est-ce que je vous dis? On est obligé d'arrêter l'exil, alors. Ça y est. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. C'est ce qui a marqué. C'est pas moi. On est des illuminés, Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. Mesdames, on se réunit pour une sidra, une série de cours sur un sujet finalement pas si important que ça. Il n'est que la réalisation de la promesse des prophètes. Il n'est que l'idéal pour lequel Dieu a créé le monde. Donc finalement, vous voyez qu'on n'a pas du tout de pression. Ça va. C'est quoi la Géoula? C'est un gros mot. Mais même c'est un gros mot, la Géoula. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On peut y mettre tout dedans. Oui, bientôt la Géoula. Oui, c'est la Géoula. Non, c'est pas la Géoula. Ken, c'est la Géoula. Alors, dans notre série de cours, on a un plan. On va pas pouvoir tout de suite expliquer, est-ce que là, maintenant, c'est la Géoula? Ça sera vers la fin des cours. D'abord, il faut essayer de comprendre à quoi on doit s'attendre. Ça ressemble à quoi? Parce que là, vous avez parlé, stop à l'exil, oui à la Géoula. Mais vous avez oublié de dire un truc. Laquelle? Je vais éteindre ça tout de suite, histoire de faire professionnel. Je vous invite à faire de même. J'ai fait exprès qu'on m'appelle pour comme ça je peux... Vous avez oublié de dire laquelle? Ben oui, parce que quand on parle de Géoula, il faut savoir qu'il y a déjà eu une Géoula avant la nôtre. Pour être plus exact, il y en a même eu deux. Nous parlons de la 3e Géoula. Alors, Stam pour info, c'était quand la première et c'était quand la deuxième? Alors, la première Géoula, c'est Géoulat Mitzrayim, effectivement. Et la deuxième? Quoi, Purim? Purim, rappelez-moi, est-ce qu'on dit le Hallel à Purim? Est-ce qu'on dit le Hallel à Purim? Non. Pourquoi? La Gemara, elle nous dit, parce qu'à la fin de la Megillah, on est toujours les serviteurs d'Achashverosh. Comment est-ce qu'on peut dire le Hallel et montrer qu'on est les serviteurs de Dieu alors qu'on est toujours les serviteurs d'Achashverosh? Donc non, à Purim, il n'y a pas eu la Géoula. Mais, j'ai entendu quelque part, à Hanouka. C'est pour ça que notre dernier cours sera à l'approche de Hanouka. Si ce n'est pas à Hanouka lui-même, on parlera de la Géoula de Hanouka pour la transposer à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer aujourd'hui notre étude sur la Géoula. On va s'intéresser aux personnages qui mènent la Géoula. Chez nous, on a tendance à penser qu'il s'agit, on va dire, d'un personnage folklorique, mythique, légendaire, Harry Potter avec des péotes, mieux connu sous le nom du Mashiach. Alors, si le mot Géoula, c'est un fourre-tout, et on peut dire tout ce qu'on veut et tout et n'importe quoi avec le mot Géoula, alors laisse tomber, le Mashiach, c'est encore pire. Le Mashiach. Je suis persuadé que si je vous demandais maintenant de fermer les yeux et de me dessiner le Mashiach, ouah. Est-ce que c'est une personne? Ah bah, toutes les questions sont ouvertes. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un état de fait? Et si c'est une personne, à quoi il ressemble? Il est ashkénaze, il est séfarade. Il est tunisien. Un gros problème. Il a une barbe, il n'a pas de barbe. C'est une femme. Quel kippa? Est-ce que kippa bichlal? Un streimel? Non. Ce que nous allons faire ce soir, puisqu'il s'agit de comprendre les rouages de la Géoula, eh bien on n'a pas le choix, on va se replonger à la première des Géoulotes. Et ce soir, nous allons nous intéresser à celui qui a guidé la première Géoula. Comment on appelle quelqu'un qui mène la Géoula? Goël. Goël, c'est en vieil hébreu. En hébreu d'aujourd'hui, le Mashiach. C'est-à-dire, quel est le premier Mashiach? Bon, mais attendez, deux secondes, temps mort. Peut-être qu'on va donner une définition au Mashiach? Non, on aura un cours là-dessus. Je veux m'intéresser au personnage
qui accompagne la première Géoula. Vous le connaissez peut-être? Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il y a deux particules ici qui sont très 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 antinomiques. D'un côté Moshe et de l'autre Rabbeinu. Et c'est pour ça que dans la feuille que je vous ai distribuée, ceux qui ont les feuilles, il y a des gens qui n'ont pas de feuilles? Comment c'est possible? J'en garde une. Il en reste 4. Faites-en bon usage. Nous allons donc nous pencher sur l'identité de Moshe. Évidemment, tout ce qu'on va dire ce soir doit absolument être transposé à ce qu'on vit aujourd'hui. Vous comprenez? Pour une raison très simple. Alors, avant de m'intéresser à Moshe, il y a quand même un truc qui est incroyable. Je n'arrive pas à l'expliquer, peut-être que vous avez une raison, mais on n'a pas retrouvé, nulle part dans la Torah, la liste des courses que Tzipora a donnée à Moshe. Invraisemblable. Invraisemblable. Il y a un moment donné, il y a forcément une liste de courses qui a traîné quelque part. Pourquoi la Torah m'en a pas parlé? N'ayez pas honte de le dire. Ah, il faisait pas les courses. Ce qui est bien, c'est que vous prenez très au sérieux ce que je viens de dire. Donc je peux dire n'importe quoi en fait. Non, concrètement, parce que on s'en fiche complètement de savoir quelle était la liste des courses de Moshe. Non, vous allez me dire, mais non, mais comme il y avait la manne à l'époque, il n'y a pas besoin de faire les courses. Nachon. On s'en fiche. Maintenant, peut-être que Moshe, il a dit, Ko Amar Hashem, Tzipi ma chérie, Ko Amar Hashem, ce soir on mange du poulet. Peut-être. J'en sais rien. Mais nous avons un grand principe de la Torah. C'est la source numéro 1 dans la feuille. Et j'ai pas encore présenté la feuille, mais dans 2 secondes j'y viens. La source numéro 1 nous dit Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva venevoa shelo utzrecha ledorot lo nirteva. Une prophétie qui sert les générations a été mentionnée dans la Torah. Une prophétie qui ne sert pas les générations, c'est-à-dire qui sert au moment X, c'est très bien, mais c'est pas mentionné dans la Torah. Quoi, il y aurait des prophéties au-delà du Tanakh? Évidemment. Dans le Tanakh sont réunis à peu près 48 prophètes, pas à peu près, 48 prophètes. Combien il y a eu de prophètes en tout, dans toute la période de la prophétie? Nous dira le Talmud dans le traité de Megillah, qu'il y en a eu 2 fois plus que de sorteurs d'Égypte. Si on admet qu'on est sorti à 600 000 d'Égypte, c'est qu'on a eu à peu près 1 200 000 prophètes. Et pourtant, on n'a pas 1 200 000 livres. Vous allez me dire, déjà, avec les 24 livres du Tanakh, on a du mal. Alors t'imagines si maintenant, il y a 1 200 000 prophètes qui viennent avec leurs livres. C'est-à-dire que la majorité des prophètes, ils ont prophétisé des choses qui étaient importantes pour leur époque, mais qui n'avaient pas une incidence pour les générations. Alors pourquoi je fais cette introduction? Ça veut dire que ce qui est, oui, marqué dans la Torah, va avoir une incidence sur moi. Ok? Et pas seulement pour avoir un cours de Moussard ou un cours de je vais en tirer une leçon pour ma vie au quotidien, ce qui est très bien. Mais d'abord et avant tout, le texte a une volonté de m'expliquer un cas. On est sorti d'Égypte. Sache que c'est comme ça qu'on sort d'exil. Et donc si tu comprends comment on est sorti d'exil de l'Égypte, eh bien tu comprends comment on sort de l'exil de Rome aujourd'hui. Besséder? Alors, la feuille, le cours, je l'ai baptisé, regardez bien, je fais appel à votre culture littéraire française, Docteur Moshe et Mister Rabbeinu. Eh oui. Alors, à vous de voir qui est Jekyll et qui est Hyde, hein. Mais parce que vous avez mis à côté Moshe et Rabbeinu. Et a priori, il n'existe pas 2 termes plus antinomiques que ces 2-là. Moshe et Rabbeinu. On va voir de quoi on parle. Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le Goël, le libérateur. Alors, avant de parler de lui, qu'est-ce que vous savez de Moshe? C'est quoi son métier? Berger. Ça, c'est quand il était en formation, en stage. Après, il a eu 2 métiers. Ouais, alors ça, c'est pas son métier. Ça, c'est là où il a fait ses études.
Il a fait Sciences Po là-bas en Égypte, tout va bien. Il est devenu prince d'Égypte, on a vu le film, tout est bien. Après, il a fait un stage chez Yitro, mais il arrive, maintenant, une fois qu'il est en place, il a 2 boulots. Conseiller de qui? Mégaillère de qui? Il est d'un côté le libérateur, le patron, le chef. Bon, mais il y a un autre truc que Moshe il a fait dans sa vie. Ouais, il nous a donné un truc, je crois. Ah, il nous a donné la Torah. Il paraît, Nachon. Il a fait le lien, il nous a donné la Torah. Maintenant, ça veut dire que Moshe, il va faire 2 travaux, il va remplir 2 missions qui, a priori, sont complètement aucun rapport l'une avec l'autre. D'un côté, il est le libérateur national, en d'autres termes, c'est une figure politique, et d'un autre côté, c'est également celui qui va donner la Torah, c'est-à-dire c'est une figure pas seulement spirituelle, divine. Isha Elohim. Il va faire le lien avec le divin. Alors, Moshe, il a rempli les 2, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est a priori 2 fonctions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On est d'accord là-dessus? Pardon? Non, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Pourquoi ce serait complètement dissocié? Alors, vous dites, c'est parce qu'il avait une fonction divine qu'il a pu se permettre d'être le Melech. Pourtant, moi j'ai vu, et dans le peuple juif et ailleurs, que très souvent, il y avait des gens qui étaient les chefs politiques et qui n'avaient rien à voir avec le divin. Mais c'est de ça qu'on parle. Non, je sais bien que c'était pas Moshe. Je dis juste que la fonction de chef politique et la fonction de chef spirituel ne sont pas forcément reliées. Pas forcément. Alors, vous dites qu'elles devraient l'être. La preuve en est que dans le reste du monde, et même dans le peuple juif, ça a rarement été le cas. David Ameller, c'est le chef politique. C'est pas le chef du Sanhedrin. Alors, effectivement, David Ameller, c'est aussi quelqu'un qui est très très proche de Dieu, il n'y a pas de problème. Il va écrire les Tehillim, tout ça. Mais on est d'accord que c'est une minorité. David, Chizkiyahu, Yoshiyahu, on les compte sur le doigt d'une main. Sur la liste de tous les rois d'Israël. Et Bichlal, sur la liste de tous les dirigeants dans le monde. Est-ce qu'ils sont tous à la fois dirigeants politiques et dirigeants spirituels? Non. Il ne s'agit pas des mêmes qualités, a priori. Quand vous voulez aller voir le Gdol Hador, aujourd'hui, chacun d'entre vous va balancer le nom qu'il veut. C'est pas important. Non, on s'en fiche. À quoi il ressemble? Il ressemble à un Zaken Malé Rachamim. Il ressemble à quelqu'un qui a une grande barbe, qui a étudié toute sa vie, qui connaît beaucoup de Torah. Ça d'ailleurs, après vous lui mettez la kippa que vous voulez, on s'en fiche. Maintenant, quand vous voulez aller voir celui qui va envoyer l'armée d'Israël dans les tunnels à Gaza, et vous voulez savoir comment va se passer le déroulement de l'opération, vous allez voir le même personnage? Ah ben non, on va voir le chef d'état-major. Est-ce que le chef d'état-major, c'est forcément le rabbin? Non. Peut-être que des fois, oui. Bah, c'est pas plus mal, uniquement si le rabbin il y connaît quelque chose en guerre. S'il y connaît rien en guerre, ça sert à rien. Il peut avoir quand même une inspiration divine que n'importe le général en chef. Oui, il peut avoir une inspiration divine ou pas. Ce serait un petit peu compliqué d'envoyer nos hommes à la guerre, moi y compris. Sur le peut-être, il va avoir une inspiration divine. Je préfère m'en remettre à celui qui a on va dire l'expérience du terrain. La compétence militaire. Là quoi? Évidemment. Non, je suis bien d'accord avec vous. Mais s'il n'a pas l'inspiration divine, on n'est pas plus avancé. Non, mais ça peut être un cas de figure. Je ne dis pas le contraire, madame. Je dis simplement que la qualité qu'on recherche chez un rabbin, c'est pas la qualité qu'on recherche chez un dirigeant politique. Et la qualité qu'on recherche chez un dirigeant politique, c'est pas les mêmes qualités qu'on recherche chez un rabbin. Des fois, on a des grands personnages qui réunissent les deux. Mais c'est pas a priori comme ça. Le fait que Moshe soit et le rabbin et le dirigeant politique, c'est pas Mouvan Me'elav. C'est pas une évidence. D'ailleurs, ça ne se reproduira pratiquement pas dans l'histoire juive. C'est ce qui va amener un monsieur, alors on n'apprend pas la Torah de lui, il n'y a pas de problème, mais c'est ce qui va amener un monsieur que vous connaissez peut-être, qui a un nom imprononçable, Sigmund Freud, d'accord, à dire qu'il y avait 2 Moshe. Lui, il pense qu'il y avait 2 Moshe. Un qui a libéré le peuple juif, et un autre qui a donné la Torah, parce que ça n'a rien à voir. Alors évidemment, lui, il a tort, il n'y avait qu'un seul Moshe, mais l'intuition est bonne. Il s'agit de 2 compétences complètement différentes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que où il a appris à être le patron, à être le Meller, où il a appris ça? En Égypte, chez Pharaon.
ou il a appris à être un homme spirituel chez Yitro. Donc on voit bien que c'est deux compétences qu'on apprend dans deux universités complètement différentes. D'accord? Yofi. Donc tout d'abord, le chidouche, c'est que Moshe il a réuni les deux. Mais quand on parle de Géoula, on n'est pas forcément obligé tout de suite de réunir les deux. Quand on parle de Géoula, est-ce qu'on parle de Torah? Eh bien non. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on fête à la fête de Pessah? Ne le répétez à personne. Hein. Ne le répétez pas non plus le soir du Seder. Hein. Ça va, on est loin, vous aurez oublié d'ici là. Ah mince, tu couperas au montage. Vous savez ce qu'on fête à Pessah? On fête la sortie de 600 000 idolâtres d'Égypte. Ah bah oui. Quelle est la situation spirituelle du peuple juif quand on sort d'Égypte? Vas-y, KO. Ouais, 49e degré d'impureté, idolâtre jusqu'au bout des ongles. D'après le livre de Yecheskel, on est tombé dans toutes les Toravot Mitzrayim, on est tombé dans toutes les perversions de l'Égypte. Non, quelle brite? S'ils ont fait la brite, alors pourquoi Yehoshua il doit refaire la brite à tout le monde quand il rentre en Israël? Ceux qui étaient en Égypte, c'est-à-dire ceux qui sont nés 47 ans avant la sortie d'Égypte, ont fait la brite normale. C'est-à-dire, mais en ayant fait la brite, ils allaient aussi faire les festivités de Apis, Osiris, Ra, Anubis et tous les autres. Hein. D'ailleurs, ça explique, c'est un petit peu compliqué à dire, mais ça explique pourquoi, hein, lorsqu'il y a le décompte des Bnei Israël, il n'y a pas assez de premiers-nés. C'est-à-dire, par rapport au nombre des Bnei Israël, il n'y a pas assez de premiers-nés. Il en manque. Ou alors, ça veut dire que chaque famille avait 24 enfants, ce qui n'est pas très plausible. Ou alors, on comprend ce que le livre de Yecheskel dit, qu'on était tombé dans toutes les perversions égyptiennes. Une de ces perversions d'idolâtrie, c'était de sacrifier le premier-né au Dieu. Et ça, c'est Pessah. Hein. C'est ces gens-là qui sont sortis. Est-ce qu'ils sont déjà des mecs qui ont reçu la Toirée? Non, il n'y a pas de Toirée pour l'instant. Toirée, c'est Shavuot. Il n'y a pas encore eu Mahamad Ar-Sinaï. Donc on voit bien que la notion de Géoula et la notion de Torah, bien qu'évidemment vont avoir un rapport, mais l'un précède l'autre. Évidemment, vous pouvez me dire, ok, mais ça c'est bien pour l'Égypte, ça n'a rien à voir avec nous. Non, on a dit, une prophétie qui est écrite doit servir les générations. Ça veut dire qu'il est essentiel de comprendre que lorsque le processus de la Géoula se met en place, il y a d'abord un réveil politique, national, et seulement après, un réveil qu'on va appeler Torani. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. D'accord? Alors c'est parti, on y va. Plongeons-nous dans comment ça s'est passé là-bas. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est très bizarre. Pourquoi il vient pas de chez nous? Pourquoi il a grandi à l'extérieur? Ça aurait peut-être été plus sympa que le Goël. C'est un bon juif qu'on connaît, qui a grandi au Beis Midrash, qui est, je sais pas, un juif quoi. Pourquoi il faut que Moshe, il ait grandi chez Pharaon? C'est pas cool. Eh bien, tout simplement parce que nos sages nous l'enseignent dans la source numéro 2. Nous avons un grand principe du Talmud qui nous dit En chavush matir atzmo mi beta asurim. Un prisonnier ne peut pas s'auto-délivrer de la prison. Il faut une force extérieure qui permet de libérer. Pourquoi? Quelqu'un qui est totalement en prison, la liberté ne fait pas partie de son domaine de définition. Il a besoin d'une aide extérieure pour être libre. Et donc pourquoi il faut que le libérateur vienne pas des esclaves juifs? Pas pour une raison très simple. Les esclaves juifs ne savent pas comment on se désesclavagise. Ça ne veut rien dire, mais on s'en fiche. Les esclaves ne savent pas comment arrêter l'esclavage. Ils ne savent pas du tout comment gérer. Donc il faut absolument que le libérateur vienne de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle Moshe, le Goël, ne peut pas grandir au sein du peuple juif. Il faut qu'il grandisse libre, s'il veut pouvoir insuffler la liberté au peuple juif. Je ne veux pas du tout transposer, vous transposerez tout seul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peuple qui a été pendant 2000 ans, pas en esclavage, mais en exil, c'est-à-dire dans une conception
complètement comateuse de son identité nationale. Agave, c'est pas de notre faute, on n'avait pas le choix. Mais pendant 2000 ans, le peuple juif a vécu en mode communauté. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que qui est le numéro 1 de la communauté pendant 2000 ans? Qui est le pilier sur lequel repose tout le judaïsme? Le rabbin. Le rabbin. Pendant 2000 ans, la communauté, c'était le rabbin et ceux qui gravitent autour. Maintenant, c'est très bien un rabbin. Mais qu'est-ce qui lui manque au rabbin? Les politiques. Pas que. Il manque la notion politique, certes. Mais le rabbin, c'est pas forcément un professeur d'économie. Le rabbin, c'est pas forcément un professeur de sport. Le rabbin, c'est pas forcément un professeur de sciences sociales. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le rabbin, il étudie la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour construire une identité nationale, c'est-à-dire une identité qui voit Dieu, pas seulement en Beth Midrash, mais également à l'extérieur, il va me falloir des gens qui sont capables d'organiser une société à l'extérieur. Quoi? Je vais demander ça à des gens qui sont en Beth Midrash du matin au soir? D'où ils vont savoir? Moshe, il a grandi dans le palais de Pharaon. Il a appris quoi là-bas pendant 40 ans? À être. Il a appris quoi? À être quoi? Ouais, à être... dites-le, hein? Le futur roi de l'Égypte. Et c'est là le moment, je suis désolé pour la caméra, c'est le moment, vous me pardonnerez le langage, mais c'est l'expression française qui veut ça, c'est le moment coup de gueule. De quoi je parle? Je suis complètement opposé au film. Pas au film en général, au Prince d'Égypte qu'on a tous vu. Que ce soit la version animée ou la version Cécile B 2000. À aucun moment dans le texte de la Torah, pardon? À four. Dans le texte, à aucun moment, je n'ai une raison de penser que Moshe il a un frère. Alors que dans le film, ah ben si, dans le film, il grandit avec son frangin. Et le frère, c'est lui, Ramsès, qui va devenir le roi, et Moshe, c'est toujours le deuxième. Est-ce que c'est une référence obligatoire, Cécile B2000? Ah, j'ai dit, c'est comme vous voulez, ou Cécile B 2000 ou le film en dessin animé. Est-ce que c'est une référence obligatoire? Moi, je l'ai pas mis en dessin. Ah il vous reste encore du boulot jusqu'à Pessah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est une référence obligatoire? Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai dit Docteur Moshe et Mister Rabbeinu, vous connaissez la référence? Parce qu'on vit avec des références. En Malasot, aujourd'hui, le cinéma est une référence tout aussi ancrée que la littérature. Et soyons très honnêtes, quand tu parles à un groupe de juifs francophones qui vient de France, il y a de fortes chances qu'ils aient vu soit les 10 commandements, soit le Prince d'Égypte, soit, pire, la comédie musicale. Les trois. C'est vrai, hein? Il y en a qui sont sérieusement handicapés quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, ils ont une béquilloute. Bekitsour, dans le texte, à aucun moment, tu vois que quand Moshe il est en Égypte, il a un frère. C'est vrai qu'après, il y aura un autre pharaon qui va remplacer, qui va s'appeler Ramsès Besséder. Mais dans le texte, à aucun moment, tu peux penser que c'est son frère jumeau, qu'il a grandi ensemble. D'après le texte, il est venu beaucoup plus tard, ce Ramsès. Il est très certainement né d'ailleurs quand Moshe il était déjà parti. Donc ils n'ont jamais grandi ensemble. Ce qui fait que quand Moshe il était le fils de Pharaon, ça allait être lui le successeur. Donc pendant 40 ans, il a appris à devenir le futur roi du monde. Donc il a appris à gérer. Et là, Moshe Rabbeinu, eh bien, il va apprendre à nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on sort d'Égypte? En d'autres termes, pourquoi on fait la Géoula? Il y a une erreur qui est due à l'hébreu. On a du mal à comprendre l'hébreu. Nous, on parle de la sortie d'Égypte et on dit que ça s'appelle la sortie d'Égypte. Comment vous dites ça en hébreu? Yetziat Mitzrayim. Le problème, c'est que ce n'est pas traduit comme il faut. Parce que, c'est où? La sortie d'Égypte, ça devrait être Yetziat mi Mitzrayim. Quand on dit Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que qui sort? Non. Ça veut dire que l'Égypte sort. Yetziat Shel Mitzrayim. Si vous voulez dire qu'Israël sort, c'est soit Yetziat mi Mitzrayim ou Yetziat Israël. Oui, mais
Oui, ça, c'est ce qu'on appelle en arabe un vort. Vous savez ce que c'est un vort? Un vort, c'est une belle explication qu'on donne autour de la table de Shabbat. Elle est vraie, mais elle n'est pas le sens littéral du texte. D'accord? Quoi? Bekitsour, Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que l'objectif, c'est que qui sorte? L'Égypte. En d'autres termes, à l'époque, le monde. C'est-à-dire que la Géoula n'a pas seulement une résonance pour nous, mais elle a une résonance pour l'humanité tout entière. Du moins, c'est ce qu'elle devrait avoir. Et c'est pour ça que dans la source numéro 4, je vous ai amené ici, je vais revenir à la 3 dans 2 secondes. Dans la source numéro 4, je vous ai amené ici le Rav Kook dans Oroth Israël qui dit la chose suivante. Et c'est d'ailleurs, moi je ne l'ai pas vu, mais les gens qui ont été les élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook ont vu que c'était brodé, cette phrase-là, sur la mappa de couverture des Chalot du Rav Tzvi Yehuda. Yetziat Israël mi Mitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. La sortie d'Israël d'Égypte sera pour l'éternité le printemps du monde entier. Il y a eu le printemps arabe, mais nous, c'est un autre délire. Ça donne le printemps du monde entier. Achab, quand je vous ai dit tout à l'heure que Moshe, il venait de l'extérieur et que c'était nécessaire, il y a une autre question qui se pose, et je suis sûr que toutes les mamans tunisiennes, marocaines ou algériennes, ou polonaises, on ne sait jamais, se sont peut-être posées. Quoi? Ah non, Moshe, il n'a pas trouvé une fille bien chez nous. Quoi, il n'y avait pas une petite juive comme ça, bien comme ils vont? Moi, ma fille, pourquoi il a ma fille? C'est vrai, c'est une grande question, ça. Pourquoi Moshe il va se marier avec une fille à l'extérieur du peuple juif? Il n'y avait pas une fille bien chez nous? Ah, j'imagine qu'il y avait plein de prétendantes. Pourquoi Moshe se marie avec une non-juive? Avec une fille de l'extérieur? Ma'atem omrot. Projet divin. Trop facile. Trop facile, le Joker c'est marqué dans la Torah. Trop facile. D'autant plus que je vous rappelle que... Non, mais je vous rappelle qu'il y a un libre arbitre quand je choisis ma femme. Ben oui. Il a choisi de se marier avec elle. Il aurait pu dire, ah non, elle est moche. Il aurait pu. Ben, non, d'accord, mais il aurait pu. D'accord, mais les goûts et les couleurs, c'est dans la nature, hein, il fait ce qu'il veut. Tout ça pour dire que pourquoi il a choisi une femme de l'extérieur? Il n'y avait pas de belle fille dans le peuple juif, il y en avait très certainement. Parce que quoi? Elle l'a sauvé, qui a sauvé? C'est lui qui l'a sauvé. S'il doit se marier avec toutes les filles qu'il a sauvées... Il y a un moment donné où elle l'a nourri, non? Elle l'a amené chez Yitro, ouais, sympa. Nous? C'est une raison? On donne plusieurs raisons. Non mais, quoi? Alors ça, il y a une fille qui m'a laissé passer devant elle à Osherad, alors ça y est, c'est fini? Non, peut mettre. Ah, hein? Parce que quoi? Je pas entendu. Elle n'a pas vécu en tant qu'esclave. Donc tu dis, ce qui le dérange, c'est le côté esclave. Moi, ça ne me plaît pas. Une fille esclave, c'est pas, ça le fait pas. Alors, il y a une raison qui est amenée ici par le Maharal de Prague, dans Gvurot Hashem. Il dit très simplement, Moshe, je vous le lis ici dans la source numéro 3, Ki ha'ish Moshe klalihu. Moshe, il est collectif. Moshe, il est le peuple juif. Et donc il y a un problème. Velachen lo haya yachol leinase le'achat mibnot Israël, birdei lo liot kashur le'achat mimishpechot Israël. Vous imaginez ce qui se passe si Moshe il se marie avec Madame Cohen? Oh, ça peut être Madame Lévy, on s'en fiche. Hein. S'il se marie avec Madame Ben-Souzan, ben Moshe, maintenant qu'il le veuille ou pas, il a une relation particulière avec la famille Ben-Souzan. Il peut pas. Moshe, il est klali. Moshe, il est le peuple juif. Donc de deux choses l'une. Soit Moshe, il se marie avec toutes les filles d'Israël, soit il ne se marie pas avec une fille d'Israël. Il ne peut pas être particulariste, Moshe. D'ailleurs, dans le livre de Vaïkra, quand il y a marqué Vayabitu achare Moshe, il y a un des avis du Midrash qui dit que c'est... Ils regardaient tous pour apprendre comment Moshe y fait. Hein, et il y a un autre avis qui est pas top, qui dit que quand Moshe est rentré dans le Mishkan, tous les Bnei Israël, ils regardaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'ils soient allés avec leurs femmes. Chaque homme du peuple juif, il avait peur que Moshe il aille avec leurs femmes. Pourquoi? Parce que chacun ressentait que Moshe il avait une connexion avec toutes les femmes d'Israël. C'est-à-dire avec tout le peuple juif. Donc Moshe va se marier à l'extérieur. Eh oui, avec Tzipora. Mais vous verrez qu'il y a une autre raison. On y reviendra plus tard. C'est-à-dire? Alors allons-y. Notre Moshe national, il est né.
le Goël. Et vous allez voir que Moshe, dès sa naissance, on a un problème. On a Docteur Moshe et Mister Rabbeinu. En d'autres termes, Moshe est schizophrène. Khalila. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, dès sa naissance, a une double identité. Quelle est cette double identité? Eh bien, regardez. Je prends maintenant la source numéro 5. Nous sommes dans le début du livre de Shemot. D'ailleurs, c'est très bizarre. Comment s'appelle le livre? Shemot. Donc, on va donner une importance particulière à quoi? Au nom. Et donc, c'est ça qui disparaît. Il n'y a plus de nom. Regardez. Je prends la source numéro 5. Veuillez suivre avec moi si jamais je dis n'importe quoi. Ayez l'amabilité de me corriger. Vayelech Amram. Vayikach et Yochevet. Source numéro 5. Vayelech Amram. Vayikach et Yochevet. Ah, vous dites que je ne sais pas lire? Je reprends la source numéro 5. Bevakasha. Vayelech Amram. Vayikach et Yochevet. Ah, c'est pas marqué, hein? Et pourtant, c'est ce qui devrait avoir marqué. C'est-à-dire, je sais qui c'est les parents de Moshe maintenant. Amram et Yochevet. Mais il semblerait que volontairement la Torah ne veut pas me dire qui c'est. Vayelech ish mi bet Levi. Mazé bet Levi. Levi, c'est comme on dit en arabe, c'est un Luftmensch. Pour ceux qui comprennent bien l'arabe et pour ceux qui ne comprennent pas, je vais traduire. C'est un homme vent. C'est le Levi, c'est cher Levi. Mais le Levi, il n'a pas de Nachala. Le Levi, c'est un peu tout le monde. C'était le chef du peuple juif en Égypte. Vayelech ish mi bet Levi. On ne sait pas qui c'est un peu tout le monde. Vayikar slicha et bat Levi. On ne la connaît pas non plus. Tov. Vatar Aisha. C'est pas qui c'est. Vatelet ben. C'est toujours pas qui c'est. Il n'y a pas de nom. Vatere oto ki tovu. Ah bah ça c'est super. Donc la suite, normale. Vatikra et shemot uvia. Pourquoi pas? À chaque fois dans la Torah, dans le livre de Bereshit, quand on me rappelle quels sont les événements, les péripéties de la maman pendant l'accouchement, c'est ça qui justifie le nom du fils. Vatikra et shemo Reuven, kira Hashem beoni. Shama Hashem, vatikra et shemo Shimon. Apam yillave ishi elai, Levi. Odeh et Hashem, Yehuda. Donc elle dit, Vatere oto ki tovu, vatikra et shemo tuvia. Toivi. Agav, c'est un des noms du Midrash. Dans le Midrash, un des noms qui est proposé pour Moshe, c'est Tuvia. C'est-à-dire, mais pour l'instant, pas de nom. Pas de nom. Vatere oto ki tovu, vatitzpeneu shlosha yerachim. Elle l'a caché pendant 3 mois. Chazal dit qu'elle a enfanté à 6 mois. C'est-à-dire, pendant 3 mois de la grossesse, la fin de la grossesse, elle l'a caché. C'est-à-dire, Veloach la od atspino, ça fait 9 mois, les Égyptiens sont venus vérifier qu'est-ce qui se passe ici dans cette maison. Vous savez bien qu'on est après la décision de Pharaon, blablabla, jeter les bébés. Veloach la od atspino, vatikach lo tevat gome, vatachmera bachramer bazafet, vatasem ba et ayeled. J'ai une petite question. Ce garçon-là, cet enfant, Ayeled, ça fait combien de temps qu'il est à la maison? 3 mois. Je peux savoir comment il l'appelait à la maison? Yeled? Beni Ayakar? Hamoutchik? Baruch qu'il avait un nom. Vous êtes consciente qu'il avait un nom. Mais la Torah ne veut pas me le dire. La preuve? La Torah ne me dit pas. Vous comprenez bien, c'est évident que Amram et Yochevet, ils ont donné un nom à Moshe. Ils lui ont donné un nom. Quoi, ils n'ont pas fait une petite Séouda? Alors oui, c'est vrai, le Midrash dit qu'il est né Maoul, qu'il est né avec la Brit Mila, mais on est quand même obligé de faire sortir une goutte de sang. Ils ont peut-être fait une petite simcha, ils ont fait des fricassés, ils ont fait quelque chose. Quoi, ils n'ont pas dit Vatikaresh Mob et Israël? Ils ont dit quelque chose, non? Yekutiel. Non, l'autre avis du Midrash. Yekutiel. Mais la Torah ne me mentionne pas son nom hébraïque. Il s'appelle Ayeled. Ok. Beseder. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Vatasem besouf al sefat ayor. Vatetatsav achoto. Pourquoi pas marqué Myriam? Non, on ne sait pas qui c'est. Vatetatsav achoto merachok. La deat me'ayaselo.
Vateret bat paro. Pourquoi tu me dis pas Bitia? On les connaît tous, les noms. Mais la Torah, volontairement, ne veut pas me les dire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un cas particulier. On est en train de parler d'un cas général qui va servir d'exemple à toutes les sorties d'exil. On a ici un enfant qui, évidemment, biologiquement, est juif et hébreu. Mais il va être récupéré par l'Égypte. Et regardez jusqu'où ça va. Vateret bat paro, lichotz al hayor. ונערותיה הולכות על יד היור, ותראה את הטבע בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקח. Donc, elle va récupérer le bébé. Vous connaissez la suite du film. Bon, il pleure, machin, elle n'arrive pas à allaiter. Le Midrash nous dit, Myriam, elle arrive, elle dit, voilà, moi je connais une nourrice, blablabla, vous avez vu le film. Mais le problème, c'est la suite de l'histoire. Eh oui, regardez la suite de l'histoire. D'ailleurs, Moshe, il a une petite particularité. Il semblerait que le Goël, il doit avoir cette particularité. Il y a marqué, va tirer auto qui tovu. C'est quand la dernière fois qu'on a vu que quelque chose était tov? La lumière, nachon, va yé haor, va yevoker yom echad, va yar Elohim et haor qui tov. De là, le Harizal, il dit que c'est la même lumière qui a rempli la maison quand il y a eu la naissance de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il a une neshama quand même qui... pas mal. C'est-à-dire, c'est ça qui va peut-être l'aider à survivre à la suite. C'est quoi la suite? Regardez bien. Vayigdal hayeled. Il a été sevré. Je sais pas, il avait 2, 3 ans. Vataviyeu le bat paro. Qui l'amène à la fille de Pharaon? C'est-à-dire, celle qui va l'allaiter. En l'occurrence, nous on sait que c'est sa mère. On va l'appeler Yochevet. C'est-à-dire, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן. Il a été pour elle, pour qui? Pour qui? Bat Paro, un fils. Vatikra Shemo Moshe. Qui a donné ce nom? Bat Paro. Bat Paro. Achav. Venez, on fait un truc. Le peuple juif a très souvent tendance à faire preuve de poupikizim. Poupikizim. Poupikizim, en traduction libre, c'est du nombrilisme. Poupik, milachon, nombril. Quoi? C'est barreau. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, venez, on aimerait bien que c'est tous des juifs, ils parlent tous en hébreu. Mais Bat Paro, elle parle quelle langue? Égyptien. Elle parle pas hébreu, on est d'accord. Elle parle égyptien. Et donc elle a appelé son fils Moshe. C'est un nom égyptien. En égyptien. D'ailleurs, ça veut dire quoi en égyptien? Non. En égyptien, Moshe, ça veut dire fils. Ben. Un fils. Un fils. Ça correspond au verset. Vaïla le ben, vatikra et shmo, mon fils. De là, on apprend qu'elle était séfarade. C'est-à-dire, vatikra et shmo Moshe. Achav, Moshe, Moïse Rabbeinu, c'est un nom goy. Ok? C'est comme si le Mashiach, il s'appelait Christian. Bon, allez, peut-être pas Christian. Bertrand, ça passe mieux? Ça passe mieux? Thomas. Tu veux un autre nom goy? Mendel. C'est bon? Ah, parce que c'est pas un nom juif. Bah non, Mendel, c'est un nom goy. C'est pas parce qu'on l'a yiddishisé que ça devient un nom juif. Mais Nachem, c'est un nom juif. Nachon. Ça, quand tu t'appelles Dov Ber, il vient chez les chassidim. Dov Ber, ça veut dire quoi? Ça veut dire nounours. C'est ours, donc c'est un nounours. Ça, Dov, c'est en hébreu. Ber, c'est en allemand. En yiddish. Ça, donc pareil, Menachem Mendel. Mendel,
en allemand, en yiddish, c'est celui qui réconforte. C'est Menachem. Ça, c'était très courant à l'époque. Très, très courant. Donc là, notre Goël, il a un nom Goy. Mais il avait aussi un nom juif. Nachon, la Torah ne te le dit pas. Mais attendez, c'est pas fini. Vatomer kimina maim meshitiyu. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est kimina maim meshitiyu? Parce qu'il a été sauvé des eaux. Mais attends, et donc elle fait un jeu de mots avec Moshe meshitiyu. Mais d'où Bat Paro, elle est capable de faire un jeu de mots en hébreu. Pas capable. Et comme elle n'est pas capable, c'est pour ça que Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il nous dit que le mot Vatomer, alors que Bat Paro, elle était en train de parler, il n'y a pas de raison de redire Vatomer. Et donc le mot Vatomer vient impliquer qu'il y a une autre personne qui a parlé. Et Abrabanel, il dit, c'est Yochevet. Yochevet, elle a entendu qu'elle l'a appelé Moshe. Yochevet a donné un pérouche juif au nom égyptien de Moshe. C'est comme aujourd'hui, tu as des enfants qui s'appellent Tom. En vrai, Tom, c'est le diminutif de Thomas. Seulement en Israël, ils te disent, non, c'est Milachom Tmimout. Non. On va hébréiser le nom. Agav, moi j'ai fait pareil. Je me moque pas, moi j'ai fait pareil. Quand mon troisième enfant, ma deuxième fille est née, j'avais pas le choix, je savais que j'allais devoir y passer. Il fallait que je donne le nom de ma grand-mère. Alors j'ai prévenu ma mère, je lui ai dit, écoute... ma grand-mère, elle s'appelait Sprinze. Comment elle s'appelait? Sprinze. Bon, Sprinze, c'est du yiddish, ça veut dire Tikva. Alors j'aurais pu l'appeler Tikva en mode, je l'ai traduit juste. Mais je sais pas, je le sentais pas le nom Tikva. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait ça, qui portait déjà cette réalité-là. Je voulais pas faire de concurrence. Après, ma fille, elle va faire notre Meller 2, c'est pas possible. Non, je me sentais pas au niveau d'appeler ma fille au nom de l'hymne national. C'est trop grand. Bon, ma grand-mère, elle avait un autre nom en français. Elle s'appelait Sabine. Ah oui, mais je voulais pas l'appeler Sabine, tu vois, j'habite en Israël. Donc on a hébréifié. De Sabine, c'est devenu Bina. C'est ça. On a donné un pérouche juif au nom Goy. Nouiné, c'est ce que fait Yochevet avec Moshe. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'origine de Moshe, il a une double identité. Moshe, il est juif ou il est égyptien? Il est hébreu ou il est égyptien? Dans son nom réside la dualité. Ok? Ça va continuer. Ne croyez pas que ça s'arrête là. Iné, on continue. Oui? Oui. Qui? Mais qui? Les Hébreux ou les Égyptiens? Les Hébreux, c'est évident qu'ils ont appris l'Égyptien, parce qu'il fallait bien qu'ils apprennent un petit peu l'Égyptien, mais ils parlaient évidemment également hébreu, et également araméen. C'est ça? Bekitsour, Vayigdal Ayelet, je reprends la source numéro 7. Donc on nous a dit, Vayigdal Ayelet, Vatevu le Bat Paro, Vayila le Ben, Vatikra et Shemo Moshe, Vatomer Kimina Maïn Meshitiyu, Vayemi Mahem, Vayigdal Moshe. Pourquoi il a remarqué Vayigdal? Rashi nous dira que le premier Vayigdal Ayelet, c'est qu'il a grandi, le petit Moshe. Le deuxième Vayigdal Moshe, il a grandi en puissance, c'est-à-dire en tafkid. Et Rashi nous dit que c'est à ce moment-là, Pharaon, il l'a officiellement nommé numéro 2. En préparation de devenir le numéro 1. Genre, prince d'Égypte. Ah, super! Et là, Vayigdal Moshe qui est devenu le prince d'Égypte. D'ailleurs, il est évident que sa figure était tamponnée sur toutes les pièces de monnaie égyptiennes. Ça, c'est pas étonnant. Il y avait des statues à son effigie. Barreau. Comprenez-moi bien. Moshe, il grandit dans la maison de Pharaon. Alors, vous n'avez pas me la jouer que tous les dimanches, quand on allait au temple d'Osiris, lui disait non, j'ai Mishnayos. On est d'accord. Vous comprenez qu'il vit dans une ambiance égyptienne. Et regardez ce qui se passe. Donc, Vayigdal Moshe, Vayigdal Moshe, Vayetse El Echav. Il est sorti voir ses frères. C'est qui?
Les Juifs. Ah ouais, pourquoi? Ça fait 40 ans qu'il vit comme un Égyptien. Ouais, pendant 2 ans. Il n'a pas été élevé avec eux, il était à la maison et il était le sein de sa mère. Ah, tu parles d'une élévation avec eux, quoi. Ça veut dire, même 3 ans. Il a été au Gan. Nous. Nous. C'est cette partie de personnalité juive qu'il avait. Donc c'est qui ses frères? Ah, vous m'avez dit les Hébreux il y a 2 secondes, faut savoir. Non, c'est les juifs. Qui pense que les frères, ce sont les Hébreux? Ah, plus personne? Toi, tu penses que c'est les Hébreux? Mais t'as pas honte d'aller contre la vie de Slicha, comment tu oses aller contre la vie de Rabbeinu Avraham ibn Ezra? Alors, qui pense que c'est les Égyptiens? Non, mais t'as pas honte? Quoi? D'aller comme ça contre la vie du Ramban? Iné, le Ramban, je crois que je vous les ai même mis. Non, je sais même pas si je vous les ai mis. L'homme chané. Le Ramban, il dit, c'est quoi Echav? Les Juifs. Rabbeinu Avraham ibn Ezra, il dit, les Égyptiens. On n'est pas aidé. Bah attendez, la suite du verset va peut-être nous aider. Vayar besivlotam. Il a vu leur souffrance. Ah bah alors c'est bon. C'est les Juifs. Non. Ramban, il dit, c'est la souffrance des Hébreux. Rabbi Avraham ben Ezra, il dit, ma pitom, mi amar lecha, hein, que sevel batanar, ça veut dire souffrance. Il dit, batanar, sevel, ça veut dire travaux. Donc il a été voir les travaux. Ben oui, il est le prince d'Égypte maintenant. Donc il a été voir l'avancée des travaux. Et pitom vet Ramsès. Ah, je savais évidemment que les esclaves, c'est des Hébreux. Mais les contremaîtres, le Kablan, c'est des Égyptiens. Donc il a été voir ses frères égyptiens sur la suite des travaux. Donc c'est quoi? Qui a raison? Ibn Ezra ou Ramban? Eh bien les amis, vous savez ce qu'il a été faire Moshe? Moshe, il a été voir qui avait raison. Est-ce que le Ramban ou Ibn Ezra? Moshe, il veut savoir qui sont ses frères. Il veut savoir qui sont ses frères. Darba. Moshe, il veut savoir qui sont ses frères. Est-ce que mes frères, c'est les Hébreux? Ou est-ce que mes frères, c'est les Égyptiens? En d'autres termes, est-ce que mon identité, c'est d'être en contact avec le peuple juif? Ou d'être en contact avec l'Égypte? Je vais aller plus loin. Il est évident que Moshe, il savait qu'il était le fils naturel de Amram et Yochevet. Il savait également qu'Amram, c'était le chef du peuple juif en Égypte. Donc il a un choix à faire, Moshe. Est-ce qu'il va devenir le futur roi d'Égypte ou le futur roi des Juifs? Zot HaShe'ela. Est-ce que je choisis de faire partie de ça ou de ça? Mais avant de savoir quelle était sa réponse et son choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Goël, notre libérateur, il se doit d'avoir une double identité. Il est juif de par sa naissance, et donc de par son identité profonde, ce que le Rav Kook appellera la Sgoula. Mais il a grandi comme un goy. Lama. Mais parce que pendant que le peuple juif il est en exil, il ne sait pas comment gérer une identité nationale politique. Puisque qui gère la politique quand on est en exil? Qui gère? Qui gère les soucis du monde? Les goyim. Les goyim, pas shoot. Donc, si moi je veux apprendre comment gérer les goyim comme eux, il faut que j'apprenne chez eux. Pas shoot. La Géoula de Hanouka, vous avez entendu parler? Ouais ou non? La Géoula de Hanouka. Ouais. Qui a géré? Qui a géré la Géoula de Hanouka? Qui va amener? Hein? À Hanouka. Les Maccabim. Chon, Maccabim. Aval, qui est le patron? Matityahu ou Yehuda? Ouais, sur le terrain, c'est Matityahu? Ou c'est Yehuda? Non. Il y a un livre que je te conseille qui s'appelle Le livre des Maccabim, écrit par les Maccabim. Ça peut être pas mal quand on veut connaître l'histoire de Hanouka. Puisque dans la Gemara, il y a rien marqué à part 2 lignes. Donc ça serait bien qu'on sache. Bah, là-bas, tu vois que Yehuda, hein, où est-ce qu'il a appris? En Grèce. Bah oui.
Où est-ce que je vais apprendre à être un patron? Chez les Égyptiens de leur époque. C'est les Grecs. Rabotai. Donc vous comprenez que si je veux avoir un Goël aujourd'hui, il me faut un juif. Il me faut un juif. Mais il faut un juif qui, je sais pas moi, vous savez quoi? On va laisser la Torah nous dire. Alors il sait pas, il va voir si ses frères c'est les Égyptiens ou si c'est les Hébreux. Et là, regardez ce qui se passe. Il n'a pas encore choisi. On est d'accord, à ce moment-là, Moshe n'a pas encore choisi à qui il appartient. Iné, regardez ce qui se passe. Vayar ish mitzri, make ish ivri. C'est quoi ish? Ish dans le Tanakh, ça veut dire que c'est une importance. En d'autres termes, il voit l'Égypte, celui qui représente l'Égypte, frapper l'Hébreu. En d'autres termes, il voit que la superpuissance, elle frappe le pauvre petit qui n'a pas de défense. Et à ce moment-là, il prend une décision. Me'echav. Non, Me'echav. Oh, j'ai décidé que mes frères, ça allait être celui qui est frappé. Parce que c'est pas juste. Il a vu le représentant, le bras de l'Égypte, frapper un juif qui n'avait rien demandé à personne, qui d'ailleurs était très assimilé au mode de vie égyptien. Il avait même changé son nom. Il n'avait plus un nom en Vitch. Il avait changé son nom en Us. Et quand Moshe il a vu que la culture globale, l'Égypte, elle frappe Dreyfus, alors il dit non. Et il dit non, je suis obligé de prendre fait et cause pour le peuple juif. Même si au début, Moshe, quand il était dans le palais de Pharaon, avant tout ça, il ne se posait pas la question. Qui allait être la suite des événements? C'est l'Égypte. Ron, Barour. De la même façon, au début, Moshe il s'est dit, ou son successeur, je ne sais pas, il a dû se dire, la résolution de la question juive, elle va être très simple. Il suffit qu'il n'y ait plus de juifs. Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Parce que les juifs sont différents. Si les juifs arrêtent d'être différents, il n'y aura plus d'antisémitisme. Hein? C'est intelligent. Si on est comme tout le monde, il n'y aura plus de problème. On peut essayer. Le problème, c'est que quand ils sont assimilés, on a encore de l'antisémitisme. Non. Moi, je suis au 19e siècle. Je me dis que si jamais on est comme tout le monde, puisque c'est quoi le reproche qu'on me fait tout le temps? C'est que je suis différent. Donc, si j'arrête d'être différent, pas de problème. Je vais même aller très loin. Je sais que pour les vieux, c'est trop tard, mais pour les jeunes, je vais même proposer au pape une conversion globale des enfants juifs. Comme ça va régler le problème. Pas parce que je suis religieux chrétien, on s'en fiche du christianisme. Mais c'est parce qu'être chrétien au 19e siècle en Europe, ça veut dire être européen. Donc, moi, je suis persuadé que la solution au problème juif, c'est l'assimilation. Non, bon, il se trouve que je suis un très bon écrivain. Et je suis journaliste de ma profession. Et comme je suis un bon reporter, je vais être envoyé couvrir l'événement de la fin du 19e siècle. L'événement de 1894 qui se passe à Paris. Bon, ça me fait une petite trotte, mais tout est payé par l'agence. Donc je viens de ma Vienne natale, enfin pas natale, mais de ma Vienne où j'habite, et je viens couvrir l'événement à Paris, l'affaire Dreyfus. Pour moi, ce mec-là, c'est l'idéal. Il n'y a pas plus assimilé que Dreyfus. Et quand il voit que même le plus assimilé des Juifs, il est ramené à sa condition de Juif, eh bien je me rends compte que tout ce que je pensais comme étant l'assimilation comme résolution du problème, c'est une erreur. Je vais essayer d'écrire un petit livre qui va changer le monde. L'état des Juifs. Que la seule solution, c'est un pays pour les Juifs. À partir du moment où Moshe il voit que l'Égyptien frappe l'Hébreu, il décide de prendre fait et cause pour l'Hébreu. Ça y est, je suis juif. À votre avis, il est accueilli à bras ouverts par les Juifs? Le lendemain, arrive le lendemain. ויח את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה קרח? Pourquoi vous disputez, les gars? Et là, il y a une réponse complètement absurde. Mi samcha leish sar veshofet alenu. Mais pour qui tu te prends?
Temps mort. Pour qui je me prends? Allô? T'as pas vu le film? Je suis le prince d'Égypte. Je suis sur toutes les pièces de monnaie. T'as pas compris? Je fais comme ça, j'ai droit de vie et de mort sur tout le monde. T'es un ouf ou quoi? Ils le savent pas, les gens qui c'est Moshe? Bien sûr qu'ils le savent. Il est sur tous les tableaux. Alors c'est quoi cette réaction? Cette réaction, elle est terrible. Elle dit, attends, mais bien sûr qu'on sait qui tu es. Hier, t'étais le prince d'Égypte. Mais à partir du moment où t'as décidé de faire partie du peuple juif, ben t'es un juif comme tous les autres. Donc il n'y a pas de raison que toi tu sois le patron. Si tu veux, viens on organise des élections, on verra si t'es... Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il s'en va. Il dit Achen noda adavar. Qu'est-ce qu'elle veut cette mouche? C'est le Gilgoul. C'est le Gilgoul de je sais pas qui se dit il y a un problème. Achen noda adavar. Ma omer Rashi. Ma c'est noda adavar dans la source numéro 8. Noda li adavar shaiti tamea alav. Maintenant j'ai compris ce que j'avais jamais compris. Ma chatou Israël mikol shivim umot liot nirdim be'avodat parech. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les juifs ils sont tellement persécutés? Bah maintenant j'ai la réponse. C'est quoi? C'est des délateurs. Ils se disputent les uns les autres. Quoi? Ça n'a pas changé, hein? En d'autres termes, je reviens sur ma décision d'hier. Hier, j'ai pris la décision que j'allais être hébreu. Mais maintenant, j'ai compris que les hébreux, ils valent pas le coup. Est-ce que je redeviens égyptien? Ben non. Parce que la morale me dit que les Égyptiens, ils frappent. C'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Puisque les Égyptiens, c'est pas bon, et les Hébreux, c'est pas bon, ben je me casse. Je m'en vais. Je fuis. Pharaon veut aussi le tuer. Pourquoi? Pas parce qu'il a rejoint les Hébreux. Parce que si effectivement Moshe rejoint les Hébreux, il devient le fils d'Amram, qui est le chef des Hébreux. C'est pas bon pour le business de tuer le fils du chef des esclaves. C'est pas bon. Et puis d'abord, c'est pas un problème que Moshe il tue un Égyptien. Il est le prince d'Égypte, il peut tuer n'importe quel Égyptien comme il veut. Alors c'est quoi qui dérange Pharaon? C'est que maintenant Moshe il est ni là ni là. C'est un électron libre et ça c'est dangereux. Moshe il s'en va. Mais où il va? Il a compris que la culture mondiale, que cette Europe des Lumières, au niveau moral, elle ne vaut pas le coup. Il a compris également que le peuple juif tel qu'il est là, Shum Davar. La seule chose que je peux faire, c'est de partir dans un nouveau monde, dans une nouvelle idéologie, qui se rattachera quand même à quelque chose de très profond. Où est-ce qu'il va, Moshe? Il va à Midian. Non, c'est maintenant, ça y est, il s'en va. Il est. Il y a marqué juste là, je reprends la source numéro 7, à la fin de la source numéro 7. Vayira Moshe vayomar, ached noda adavar, vayishma paro et adavar hazeh, vayivakesh להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין. הנה זה עכשיו. רק שאלה אחת, pourquoi il est parti à Midian? C'est super loin. Pourquoi il est parti à Midian? Qu'est-ce qu'il va aller faire à Midian? Vayeshev à la Be'er. Rashi dit, Mi Yaakov Avinu lamad, she'en mizdavek zivugo ela à la Be'er. Que le moyen de rencontrer ta meuf, c'est au puits. Si vous voulez faire un shidour, vous savez, il vous reste à aller. Hein, tous ceux qui vont dans les lobbies des hôtels, c'est une erreur, semble-t-il. Si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est au puits. Moi, c'est pas moi, hein, c'est marqué, hein. Bon, vous me direz, dans les hôtels, ils servent à boire, alors c'est comme ça, peut-être on peut dire que c'est un digne de puits. Choliot. Kitson, pourquoi il va là-bas? Lamad mi Yaakov Avinu. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu au puits? Non, il n'a pas creusé, il y avait un puits. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Oui, pour faire quoi? Il a rencontré qui là-bas? Rachel. Il veut faire quoi avec elle? Hein? Il veut que se marier? Non, non. Il veut faire le peuple juif. Nachon? C'est ça qu'il vient faire. Alors si Moshe il a appris de Yaakov, ça veut dire qu'il fait quoi là-bas à Midian?
au puits. Pour faire quoi? Pour construire le nouveau peuple juif. Ben oui, puisque le premier, là, celui que j'ai vu, là, il mérite pas. Les Égyptiens, c'est pas bon non plus. Donc on va créer un nouveau truc. Le peuple de Moshe. Et pourquoi il va d'Afka à Midian? Il connaît pas encore Yitro. Alors pourquoi il va d'Afka à Midian? Pourquoi il va à Midian? Quelqu'un a une idée? Et encore, je vous dis, hein, c'est loin. C'est papa. C'est papa. Pourquoi il va à Midian, Yarabanan? C'est loin, Midian. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Quelqu'un a une idée? Hein? Midian, c'est très au sud par rapport à l'Égypte. Soudan. C'est pas du tout dans le coin. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais pourquoi là-bas? Pourquoi il va aller d'Afka à Midian? Ah, Botaï. C'est qui Midian? Qui c'est Midian? Est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce mec? Non. Non, ça vous dit rien, Midian? Midian. Je connais bien son père à Midian. Non, bah non, Yitro, il est le prêtre de Midian. Midian lui-même, je connais bien son père. La vérité? Vous le connaissez aussi très bien. Encore la vérité? On n'arrête pas de parler de lui cette semaine. Avraham. Avraham Avinu. Vous vous rappelez qu'à la fin de sa vie, il va se marier avec Ketura et il va avoir 6 enfants. Un d'eux, il s'appelle Midian. Qu'est-ce qu'il a été chercher, Moshe? La Torah d'Avraham Avinu. Oh. Et où est-ce qu'il va la trouver? Chez Yitro. Yitro est le tributaire et celui qui a gardé l'esprit du Beth Midrash d'Avraham. Comment il savait que... Quoi, tu crois qu'il n'a pas fait des cours d'histoire en Égypte? Ah oui, évidemment. Évidemment, Yitro, il n'est pas né de la dernière pluie. Yitro, c'était un conseiller de Pharaon. Peut-être qu'il l'a rencontré, et ainsi de suite. C'est ça? Ah, Botaï. D'ailleurs, si on va dans ce sens-là, vous savez, des fois, hein, vous connaissez la critique biblique? La critique biblique, c'est un courant de pensée qui a vu le jour au 19e siècle en Allemagne, qui est parti comme postulat de départ que la Torah, c'est faux. C'est ça le postulat de départ. Et après, ils essayent d'expliquer pourquoi c'est faux. Parmi les choses qu'ils disent, Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Ils disent ces gens-là, ils disent que c'était une divinité midianite. Pourquoi ils disent ça? Ils disent parce que comme on n'a trouvé nulle part à quoi ça correspondait Yud Ke Vav Ke, et que dans les contrées de Midian, il y avait une divinité qui s'appelait Wawa, et que Yud Ke Vav Ke, quand on ne dit pas Adonai, mais qu'on le prononce tel qu'il est écrit, ça ressemble. Alors ils ont dit, bah voilà, c'est lui. Ils ont raison de dire ça ou ils n'ont pas raison, ces gens-là? Que de dire que Yud Ke Vav Ke, ça vient de Midian? Non, c'est pas parce qu'eux, ils le disent que c'est vrai. Non, Abraham, c'est une chose. Moi, je te parle du nom de Dieu, maintenant. Hein? Ben, très souvent, les kofrim, qui veulent dire plein de choses, non, la Torah, ils se rendent pas compte qu'ils disent des choses très vraies. Ils savent pas juste pourquoi c'est vrai. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Que Yitro, il avait une super maison, tranquilloum, et il avait un jardin derrière. Toute ressemblance avec une autre histoire que vous connaissez, pareil, hein, fortuit et involontaire. Dans le jardin, il y avait une grosse pierre, qui ressemblait à une enclume. Et dedans, il y avait une épée, enfin c'était un bâton. Et il y avait marqué des trucs bizarres sur l'épée, le bâton. Et tous les princes de la région, parce que Yitro, il a dit, celui qui arrive à sortir l'épée, enfin le bâton de l'enclume, enfin de la pierre, je lui donne ma fille. Alors tous les princes de la région, ils sont venus, ils ont essayé, personne n'a réussi à sortir. Moshe, il est arrivé. Il n'a même pas eu besoin, le rocher, il s'est ouvert direct. Et il l'a pris. Et il a découvert qu'il y avait marqué quoi sur le bâton? Yud Ke Vav Ke. Donc ils ont raison de dire que Yud Ke Vav Ke, ça vient de Midian. Oui, mais ça vient pas de Midian en vrai. Ça vient de Midian qu'il a récupéré de Avraham. Pas shoot. Mais quitte sur Moshe, il va là-bas pour créer un autre peuple juif. Mais attendez. C'est bien beau le chidouche, ça vient d'Avraham, mais c'est pas bien. Moshe, il veut nous remplacer. Et il va bosser chez Yitro pendant combien de temps?
40 ans. Pendant 40 ans, il va être berger là-bas chez Yitro. Et il va avoir une idéologie yitroïenne. Je veux créer un peuple midiani, à l'ambiance du chesed de Avraham Avinu. 40 ans plus tard, Moshe a déjà 80 ans, et il y a le coup du buisson. Le coup du buisson. Et qu'est-ce qui se passe dans le coup du buisson, les amis? Eh bien, alors là, dans la source numéro 9, c'est ce qu'on a dit. Velachen abricha shel Moshe le Midian lo haïta lelo tachlit ki im lechapes et asridim achronim shel Torah Avraham. Tel qui est marqué dans Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans Takanat HaShavim. C'est ce qu'on vient de dire. 80 ans, 40 ans que Moshe est là-bas, le coup du buisson. Dieu parle à Moshe et lui dit quoi? Moshe, excuse-moi, autant pour moi, j'ai un truc à te dire. Vayomer Hashem, Rao Raiti et Oni Ami Asher Bemitzraim. Je ne sais pas que son peuple il est en Égypte? Bien sûr que je le sais, alors pourquoi il le dit? Il veut expliquer à Moshe. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu sais qui c'est mon peuple? C'est celui qui est en Égypte. En d'autres termes, pas celui que tu es en train d'essayer de mettre en place là. Alors t'es gentil. Tu la gâches. En Égypte. Ben ouais, mais non. Ben non, Syrah, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il explique? Moshe, pourquoi il est parti des Juifs? Parce qu'il a dit c'est des Réchaïm. Ron, Akadosh Baruch Hu lui explique, t'as rien compris. Il lui a donné un livre, la Haggadah de Pessah avec le commentaire du Rav Kook. Il lui a dit étudie un peu, tu vas voir. Qu'est-ce qui a marqué sur le pasuk? Vayareu otanu amitzrim vayanunu. Ils nous ont fait mal. Rav Kook il dit mazé vayareu otanu emasu otanu raim. C'est pourquoi on était Bémet, on était des Réchaïm en Égypte. Mais c'est pas parce qu'on est des Réchaïm, c'est à cause de l'Égypte. Il dit Rao Raiti et Oni Ami Asher Bemitzraim. C'est parce qu'ils sont en Égypte qu'ils sont pourris. Sors-les d'Égypte, tu verras que Yebeseder, ils feront que le veau d'or. Tout va bien. Yebeseder. C'est-à-dire, sors-les de l'Égypte, tu verras Yebeseder. Bon, d'accord. Mais attends. Aya maskir ou madgish al ze et adrasha she'asu otanu raim. C'est la source numéro 11, ce que je vous ai dit là maintenant. Et là, Dieu va donner la mission à Moshe. Le Goël. Ve'ata lecha ve'eshlachacha el paro. Ve'otzi et ami bnei Israël mitzrayim. Moi, je vais aller voir Pharaon. Mais il y a un problème. Parce que pour aller voir Pharaon et lui dire que Dieu m'a parlé, il faut une neshama hébraïque qui connaît bien Dieu. Mais pour aller voir les Juifs et leur dire je vais vous sortir d'Égypte et je vais vous guider, il faut une neshama égyptienne qui sait gérer les gens dans un désert. Vous retrouvez la dualité? Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Iné. Écoute, Vayomer Moshe el Elohim mi anochi ki elech el paro vechi otzi et bnei Israël mitzrayim. C'est quoi là? Ça veut dire quoi en français? C'est une vraie question. Mais je suis qui moi? Pas non, mais je suis qui moi? Non. Je suis un Égyptien ou je suis un Hébreu? C'est quoi mon identité? Je suis quelqu'un qui avait un grand-père rabbin et que mon papa il m'a offert un Tanakh, ou je suis un journaliste dans le journal viennois Die Welt? Non, Naïf presque. Je confonds. Je m'appelle Binyamin Zev ou je m'appelle Théodore? Je comprends pas. Ah bah, je vais t'expliquer alors. Vayan Moshe Vayomar. Je veux pas y aller. Lama. Pourquoi il veut pas y aller, Moshe? Vehem lo ya'aminu li. Velo yishmeu bekoli. Ki yomru lo nira elecha Hashem. Rabotai, ici, il s'agit du yesod le plus important de ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Pourquoi je veux pas y aller? Ils vont pas me croire. Pourquoi ils vont pas me croire? Ils vont dire l'onira elecha Hashem. Dieu, il s'est pas dévoilé à toi. Quoi? Les Bnei Israël, ils croient pas que Dieu il peut se dévoiler? Bien sûr que si. Vous vous rappelez, juste avant de vous dire la réponse, vous vous rappelez de ce que Dieu il lui dit juste après? Il dit, regarde, mets ta main dans ta veste, je te donne un signe. Okay, il y a le coup du serpent, le bâton, machin.
Et la Metzora, la Tzarat. Quand est-ce qu'on reçoit la Tzarat? Non, c'est la Shonara. Donc pourquoi Moshe il a eu la Tzarat? Il a mal parlé du peuple. Il a dit la Shonara sur qui? Sur Am Israël. Et c'est quoi la Shonara? Ve'em lo ya'aminu li. Regardez ce que dit ici, je crois que je vous l'ai amené ici, voilà, dans la source numéro 14. Drishat Tzion du Natsif de Vologine. Regardez ce que dit le Natsif de Vologine, incroyable. Il dit, Veze lecha ha'ot, ki Moshe amar leshon hara al Israël, qui a reçu la Tzarat, ki i ata rashai le'agid she'ageoula tzricha lavo kach o kach. T'as pas le droit de dire la Géoula, ça doit être comme ci ou comme ça. Pour qui tu te prends? La Géoula, c'est Dieu qui gère. Et lama, mipne shelo marchevotai marchevotechem. וכשהיא באה, צריכים אנו לדעת לראות אותה כמו אחינו שעולים ומיישבים את ארץ ישראל, שהם משמשים לנו לאות. Écrit le natif de Vologine au début du XXe siècle, quand c'est qui אחינו שעולים ומיישבים את ארץ ישראל, c'est qui? זה כל החילונים של העלייה השנייה. Ils disent, הם משמשים לנו לאות. Ils sont le signe que Dieu a amené la Géoula. Pourquoi Moshe il dit Emlo ya'aminu li? Il dit évidemment que les Juifs y croient en toi. Pas de problème. Mais quand je vais leur dire Dieu il m'a parlé, tu sais ce qu'ils vont me dire? Ils vont dire un mec comme toi, qui n'a pas grandi au Beth Midrash, qui n'a pas des péotes, qui est habillé avec une jupette égyptienne, qui parle yiddish avec un accent à couper au couteau égyptien. Non mais tu plaisantes? Lo nira elecha Hashem. Un mec comme toi, quoi, Dieu il va choisir un semi-goy pour amener la Géoula? Non, si déjà Aaron. Aaron c'est bon. Aaron il a une barbe, il parle Torah toute la journée, c'est Besséder. Ah, j'attendais que tu le dises. Vayomer bi Adoni. Source numéro 15. Vayomer bi Adonai. Shlachna beyat tishlach. Achav, nous on parle, ça fait 5 minutes qu'on parle de la discussion là dans le buisson. Chazal il dit que ça a duré 3 jours, la discussion au buisson. Et vous voyez que Moshe il arrête pas de dire non. Non, je veux pas. Et à chaque fois il amène des arguments. Comment Dieu réagit aux arguments? Tranquille. Tranquille, Nahon. Sauf qu'il y a un argument que Moshe il donne et là, Dieu il pète un câble. Regarde, qu'est-ce qu'il vient de demander? Shlachna beyat tishlach. Rashi. Qu'est-ce que c'est shlachna beyat tishlach? Shlach mi shata ragil lishloach. Dehainu Aaron. Donc voilà, Moshe a demandé que Aaron y vienne. Lui c'est bien, c'est un religieux et tout, c'est bien. Et là c'est la seule fois où qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vaïcharaf Hashem be Moshe. T'as demandé un religieux? C'est la première fois où je suis énervé. Pourquoi? Quel est le problème de demander un religieux? C'est très bien un religieux. Non, il y a un grand problème. Iné. Vaïcharaf Hashem be Moshe vayomar. Alo Aaron achicha Levi. Ça veut dire quoi Levi en hébreu moderne? Le rabbin. C'est un rabbin. Levi. À quoi ça sert un Levi? Alors, enseigner la Torah, ça va être ça dans toute la Torah. Aaron achicha Levi. Yadati. Je le connais bien, Aaron. Qu'est-ce qu'il fait? Ki daber yedaber hu. Mais attends, je le connais très bien, moi, Aaron. Je le connais très bien, les rabbins. Ils sont très très forts pour faire un truc. Non, qu'est-ce qu'ils font très bien, les rabbins? Ils parlent super bien. Ils parlent. Aaron, il va te balancer du Dvar Torah, mais de la folie. Il te fait des shiurim de malade. Et il dit à la communauté, Bezrat Hashem, bientôt on va sortir de l'exil, et il faut se remplir de Ahavat Chinam, et il faut se remplir, Il a fait merde. Mais il va rien faire, hein. Ah, par contre, si tu l'invites pour faire une autre conférence, il viendra. Mais je m'en fiche. J'ai pas besoin d'un blablateur maintenant. J'ai besoin d'un Goël. Aaron Alevi, Achira Alevi, Yadati Kidaber Yadaberu. טוב, אבל אתה יודע מה? וגם הנה, הוא יוצא לקראתך. בסדר, je te l'amène. Mais attention, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. Je t'amène un rabbin.
Comme ça parlera et ça calmera les religieux du peuple. C'est-à-dire, il y aura un shtempel, il y aura un tampon de cachérisation rabbinique sur la Géoula. Mais c'est pas lui le patron. Le patron, c'est toi. Et c'est pour ça que depuis la résurrection nationale du peuple juif, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la création de l'État d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des figures rabbiniques qui ont accompagné la résurrection laïque du peuple juif. Et qui ont dit en secret, ça a été le Rav Kalischer, ça a été le Rav Gutmacher, ça a été le Rav Chayal Kalai, ça a été le Nafti Zovologin, ça a évidemment été le Rav Kook, ça a été le Rav Reines. Tous ces gens qui ont accompagné la résurrection, ça a été le Rav Maimon Leib Fishman à Cohen, qui est assis à la droite d'un autre monsieur que vous connaissez bien, qui s'appelle David Ben Gurion, lors de la création de l'État d'Israël. On ne commence pas sans le Rav Fishman. Il est à Jérusalem, alors que la déclaration d'indépendance c'est à Tel Aviv. On va faire venir un avion pour aller le chercher de Jérusalem en siège, pour l'amener à Tel Aviv, et il faut encore le ramener à Jérusalem avant Shabbat. Mais on ne commence pas sans le Rav Fishman. C'est lui qu'on entend dans l'enregistrement qui va dire la bracha de Sheikh Yanou. À la création de l'État d'Israël, ça sera pour notre tioul à Tel Aviv, quand on fera le tioul avec l'association. Bezrat Hashem. Hein? On s'en fiche, hein, on est Zorem. Attends. C'est que le premier cours. Là, je t'ai balancé un petit tioul à Tel Aviv. Non, je t'ai pas encore dit qu'on va faire le voyage en Pologne ensemble. C'est-à-dire? Je vois l'adhésion là. Mais ça va venir, hein. C'est-à-dire. Kitsour. On en reparle après le cours. Bekitsour, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est toi qui vas y aller. Et à ce moment-là, c'est Moshe qui y va. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout le reste, c'est le film. Béhémet, il va nous sortir d'Égypte. Béhémet à Goël, le libérateur, c'est pas une figure religieuse. C'est une figure politique. Va se greffer à elle la Torah. Ça peut être le même personnage, qui va après devenir celui qui donne la Torah. Ou ça peut être un autre personnage, c'est l'homme échané. Mais il faut bien comprendre une chose. Si la Géoula, elle a commencé avec la sortie d'Égypte, et seulement après avec le don de la Torah, au Mont Sinaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans indépendance nationale du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle dit, la Megillah de Eicha? Malka vesarea bagoyim ein Torah. Ah, vous allez me dire, non mais attends, pendant 2000 ans d'exil, il n'y a pas eu de Torah? Si, bien sûr, il y a eu une Torah. On a réussi, malgré l'exil, à faire un peu de Torah. Vous imaginez ce qu'on aurait été capable de faire? C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Où il dit, Anilo mevin shum davar. Il dit celui qui a tout compris à toute la Torah, Ken. Il dit, Anilo mevin shum davar. Je comprends rien. Pourquoi? À cause de Vilna. Parce que je suis à Vilna. Il y a une tchouva, il y a une réponse incroyable du Khatam Sofer, qui habitait aussi comme ça, en Europe de l'Est. Il y a un rabbin d'Eretz Israël qui lui a posé une question. Alors le Khatam Sofer, il lui donne une tchouva, machin, et les deux dernières lignes de la réponse, il lui dit, Tov, ce que je t'ai écrit, c'est lo bemet yoshev li tov al alev. Je suis pas serein dans ce que je t'ai écrit, aval en li safek, kacha ou kotev. J'ai aucun doute que lorsque mes paroles arriveront en Eretz Israël, emid barerou. Que quand ces mots-là arriveront en terre d'Israël, ça s'arrangera, vous comprendrez ce que je voulais dire. Vous ayez besader. En malasot. Moshe Rabbeinu nous sort d'Égypte. À Goël, Arishon, nous sort d'Égypte. C'est ça son rôle. À Mashiach, il nous sort de la galoute. Ou du moins, Yemot à Mashiach, ça nous sort de la galoute. Est-ce que ça demande une élévation spirituelle? Non. Est-ce qu'il y aura après une élévation spirituelle? Oui. Est-ce que l'un dépend de l'autre? Non. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de tchouva qu'on n'a pas de Géoula, mais ça sera le sujet d'un cours prochain. On dira quel est le rapport entre la tchouva et la Géoula. Ça arrivera, bevadaï, là. Et c'est pour ça
qu'on va terminer. Je saute la source numéro 16 volontairement parce qu'on aura un cours qui parlera de cela. Et on va terminer par les paroles du Bereshit Rabbah, qui dit Moshe Rabbeinu shlish et yemei chayav, shilesh et yemei chayav, slicha, 40 shana b'Mitzrayim, 40 shana b'Midian, et 40 shana b'Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans en Midian, 40 ans avec le peuple juif. Je traduis. Pendant 40 ans, Moshe, il a une identité européenne, mondiale. Pendant 40 ans, il en est revenu et il a eu une identité d'étudiant. Et pendant 40 ans, il est devenu Moshe Rabbeinu. Ça a été ça le cheminement. De la même façon, Rabbi Akiva. 40 ans, il a été un mec du monde. 40 ans, il a étudié et 40 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Vous comprenez maintenant pourquoi le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, le Rav, il est rabbin, il est à Aaron. Tiens, d'ailleurs c'est bizarre, Aaron il était Cohen. Ça, on dirait qu'il y a un truc. Le Rav Kook, Talmido shel Aaron, quand il va faire l'éloge funèbre de Binyamin Zeev, Théodore Herzl, qu'on n'a pas du tout cité aujourd'hui, comment est-ce qu'il va l'appeler? Dans son fameux Misped l'Yerushalayim, il l'appelle Mashiach ben Yosef. Ni plus, ni moins. Il n'était pas religieux. Herzl n'était pas religieux. Que les choses soient claires. Je ne vais pas en faire un religieux, même s'il avait la barbe. Hein. Il n'était pas religieux, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi tout son boulot dans sa vie? À partir de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire à partir du moment où il a compris que l'assimilation, ça ne marcherait pas, c'était de libérer le peuple juif. Pas au niveau spirituel, hein, je vous rassure. Mais de sortir le peuple juif de sa condition d'éparpillé parmi les nations. Il a écrit 2 livres. J'ai parlé de l'état des Juifs, mais comme il a vu que l'état des Juifs c'était une brochure trop complexe, il est revenu à ses premières amours. Quand il était jeune, avant d'être avocat, il voulait être dramaturge. Alors il a écrit le 2e livre en mode pièce de théâtre. Alt Neuland. Alt Neuland en arabe ça veut dire hein, pays ancien, pays nouveau. Traduit par Sheinkin, par le mot Tel Aviv. Tel, c'est une colline archéologique. C'est le vieux. Aviv, c'est le renouveau. Dans le livre de Alt Neuland, il met en scène donc son rêve d'un État juif. Et le dernier chapitre, c'est un grand festin, ils ont réussi. Et c'est un grand festin où tous les acteurs de la pièce vont parler. Ah, le poète, il y a le truc, machin. Et par qui Binyamin Zeev Herzl décide de terminer son œuvre? La dernière phrase du livre, c'est dans la bouche du rabbin. Ça veut dire qu'il y avait un rabbin dans son projet. Et il terminera son livre en disant, par la bouche du rabbin, Met Hashem haitazot iniflaot be'enenu. Parce que des fois, même quand tu n'es pas religieux, quand Akadosh Baruch Hu, il a envie de parler par toi, il parle par toi. Et ça ne dépend pas de toi. Ça fait maintenant près de 150 ans que la résurrection nationale du peuple juif a commencé. Elle a commencé par des religieux. Par le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, j'y disais tout à l'heure. Le livre Drishat Zion du Rav Kalischer, il est écrit 60 ans avant la naissance de Herzl. Avalma, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Peut-être parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit Yadati ki Aaron Alevi. Yedaberu. Et donc finalement, Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer un autre personnage qui n'avait pas le même style. Et vous savez quoi? Ça a marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être ici réunis à Jérusalem, chose qui pour nos grands-parents était quelque chose de complètement impossible, c'était un rêve, c'est quelque chose qui était du domaine de la légende. Et nous, on est assis tranquillement à Jérusalem, à Mekor Chaim. Kaniré, c'est Bémet, la source de vie. Mekor Chaim. C'est ça, l'identité du Goël. Que ce soit à l'époque de Moshe ou à notre époque. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir? Il nous reste à découvrir pourquoi, c'est le spoiler de la semaine prochaine, si c'est tellement bien, la Géoula,
Alors pourquoi il y a eu parmi les plus grands rabbins du peuple juif, comme Oula, Abaye, Rabba, Rabbi Yochanan, qui ont dit à propos de la Géoula et du Mashiach, qui viennent, celui-là, j'ai pas envie de le voir. Tout ça, on verra la semaine prochaine. Chazak au Baruch.